8, 7. Dans le studio de Sportmag au centre du salon des sports, dans le salon des maires, qui a lieu porte de Versailles, où se retrouvent bien sûr les élus, les fédérations et les journalistes. Et bien justement, on va en parler. On va parler de ce trio magique entre les clubs, les collectivités et les médias. Et on a ce qui se fait de mieux pour en parler, évidemment, avec Christophe Boucher. Christophe Boucher, vous avez été élu, puisque vous étiez maire de Tours. Vous avez été à la tête d'un club, c'était l'OM. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à dire. Tiens, d'ailleurs, si vous aimez en savoir plus sur le sport et le business, lisez ce dernier livre de Christophe Boucher, Main basse sur l'argent du foot français. C'est quoi? C'est une histoire. Alors, j'ai cru que c'était une fiction quand vous en avez parlé. Non, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est l'histoire vraie de l'association du foot français avec un fonds d'investissement, vraisemblablement au détriment du foot français. Donc, en fait, vous avez fait un travail de journaliste. Et ça, Oui. C'est bien de dire que Christophe Boucher a été journaliste. Ça, je vais m'en servir tout à l'heure. On a aussi un ancien journaliste qui est même plus que ça, qui était patron de presse, puisque c'était le patron de RMC Sport, qui est maintenant le patron du RCT, directeur exécutif du RC Toulon, le fameux club champion d'Europe, le club de rugby de Toulon, François Pesanti. Alors François, vous n'avez pas encore été élu, ça vous a peut-être tenté la politique, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Bon. Non, j'ai découvert les médias très tôt, le monde du sport et des clubs beaucoup plus tard, et ça me suffit largement pour l'instant. Ouais, ben on va en parler. Et évidemment, pour aller un peu en rôle d'arbitre, c'est Vincent Chaudel, le fondateur d'Inan Sport et de l'Observatoire du Sport Business. Vous vous intéressez justement à ces équilibres ou déséquilibres dans le sport business entre ces trois parties. Et historiquement, j'ai pu travailler pour des clubs, pour des collectivités, pour des médias. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ces trois acteurs sont interdépendants, l'air de rien. Mais c'est pas toujours facile de trouver le bon point d'équilibre. Et alors justement, trois parties. On a toujours, on dit toujours qu'un trio c'est compliqué. Un duo ça va, mais un trio c'est compliqué. On va commencer par vous poser la question, Christophe. Qui aujourd'hui est le leader de ce trio entre le club, l'élu et le média? Oula, diable D'abord, il n'y a pas de vainqueur à avoir, puisque c'est une association des trois qui doit fonctionner, mais qui a évidemment des ressorts les uns avec les autres qui sont complètement différents. D'abord, il faut définir un peu dans le sport de ce dont on parle. Il y a le sport amateur, puis il y a le sport professionnel. Et le rôle de l'élu, il est assez différent de mon point de vue, mais c'est mon point de vue. De toute façon, il n'y a pas de règle. Il doit être très différent selon le sport amateur et le sport professionnel. Le sport amateur, il doit l'accompagner autant que faire se peut. Le sport professionnel, alors que j'étais dirigeant d'un club de sport professionnel, à mon avis, la collectivité, l'élu doit accompagner les infrastructures. Moi, je ne suis pas très favorable finalement à ce que les élus accompagnent les équipes dirigeantes, mais les infrastructures. Pourquoi? Parce que les infrastructures, c'est l'argent des citoyens et ça reste. Alors, une fois qu'un stade il est fait, une fois qu'il a été embelli, si le club a besoin de loges, a besoin de terrain d'entraînement, a besoin d'une salle de musculation, je pense que ça peut être le rôle de l'élu, enfin de la collectivité. Et pourtant ça l'est de moins en moins. Si ça l'est, en revanche, là où il y a eu des dérives dans le passé, de moins en moins, parce que c'est très encadré justement par la loi, je ne crois pas qu'il faut que l'élu s'immisce dans le sport professionnel. C'est vraiment ça, je pense que le sport professionnel doit prendre... Alors on a un peu de mal en France parce qu'on est encore dans un milieu assez mixte. D'ailleurs personne ne le sait, mais le sport professionnel, il n'est pas complètement professionnel en France puisqu'il est toujours rattaché à une association. Oui. C'est une espèce de bizarrerie tricolore, le village gaulois qui ne fait pas comme les autres. Mais c'est important parce que c'est évidemment cet esprit, il fallait garder cet esprit proche de la population. Alors il faut faire attention, on s'en éloigne des fois. On peut considérer, je vais prendre le PSG, que le PSG s'est beaucoup éloigné finalement de son objet social d'origine. C'est à l'élu d'accompagner, mais je trouve plus d'accompagner dans l'infrastructure. C'est un vrai sujet à Paris, parce qu'on se souvient
de cette joute entre la mairie et les patrons du PSG sur le Parc des Princes et savoir s'il fallait faire des travaux ou pas. Donc là, on voit qu'il y a une vraie interconnexion. Vous avez été, je reste un peu avec vous, Christophe, parce que vous avez été patron d'un club, donc l'OM, puis ensuite maire d'une ville comme Tours où il y a du sport professionnel. Est-ce que le maire Christophe Boucher s'est inspiré de ce qu'il a vécu quand il était le président de l'OM? Oui, parce que j'ai appris qu'il fallait avoir de la distance avec les équipes dirigeantes en place. Voilà, il fallait les écouter, les entendre, les accompagner s'il le fallait, et il le fallait. Mais qu'il fallait bien avoir comme perspective ce qu'était la collectivité, la ville, ou l'intercommunalité, puisque maintenant beaucoup de choses se passent au niveau des intercommunalités. Et donc, quel est le bénéfice finalement pour le citoyen et pour l'intercommunalité? Essayer de faire coïncider les deux, l'intérêt du club de sport professionnel. À Tours, on a un club qui est champion de France une fois sur deux avec le volleyball. On arrive un peu au bout de la route avec ce club-là parce qu'on sent bien que le volley se développe, on sent bien que la ville de Tours ne sera pas forcément à la hauteur de ces développements. Donc on avait imaginé par exemple des infrastructures. C'est-à-dire, le président précédent qui est parti, qui est maintenant président d'ailleurs de la Ligue de volley, on avait imaginé des infrastructures pour que le club de volley, comme le club de Toulon, peut-être en rugby, de foot, je ne sais, puisse être autonome. C'est-à-dire qu'il puisse gérer, il puisse avoir des infrastructures modernes et qu'il puisse gérer, mais des infrastructures qui restent dans le giron des citoyens. Est-ce que vous vous sentez autonome? Tiens, justement, je vous posais la question tout de suite, François Pesanti. Est-ce que le RC Toulon est autonome au niveau de l'infrastructure? Alors oui et non. Le RCT a deux lieux de vie, si je puis dire, le centre d'entraînement qu'on appelle le campus RCT et le stade Mayol que tout le monde connaît. Le stade Mayol est totalement municipal, donc nous louons le stade à la municipalité, donc là nous sommes chez eux. Évidemment la collaboration se passe très bien parce que la ville de Toulon a toujours eu à cœur, à travers notamment Hubert Falco, que le rugby ce soit Mayol et que Mayol ce soit le rugby. Vous êtes locataire les jours de match? Mais on est locataire, absolument, du stade et du Palais Neptune qui est adjacent et sur lequel nous développons nos hospitalités. Et ensuite il y a le campus RCT où là, en collaboration avec la ville, nous bénéficions d'une AOT de 40 ans et grâce à cette AOT, à ce bail finalement, nous avons construit deux nouveaux bâtiments, des lieux de vie du club, dont le club est propriétaire. Donc l'un est consacré à la performance et à l'administratif, et l'autre est consacré au public. Et il accueille à la fois les supporters, à travers une brasserie, une boutique, et nos partenaires, le monde des entreprises, à travers tout un ensemble d'espaces de séminaires. Donc là, nous avons beaucoup d'autonomie, parce que nous nous sommes donné les moyens de construire des lieux de vie qui sont aussi des lieux où toutes les communautés qui entourent le club vont se retrouver. Donc des lieux de partage. Des lieux d'activité sociale très fortes. Tout le monde est le bienvenu gratuitement dans cette enceinte qui était auparavant un lieu fermé, c'était dans le sanctuaire fermé. Donc aujourd'hui nous avons ouvert ça, c'est une première en France. Et puis c'est aussi un hub économique pour toutes les entreprises de la région qui, à travers le rugby, peuvent se retrouver et rayonner. Et d'ailleurs ça, c'est vrai qu'on parle de sport business, hein, Vincent, c'est vrai qu'un club dans une ville, c'est le point névralgique pour du business, pour le réseau. Ça se passe, je vois par exemple, j'habite à Aix-en-Provence, le club de hand, c'est le business, les gens se retrouvent autour du club, autour des performances du club, et le business il se fait là aussi, c'est important pour une ville. C'est un lieu stratégique, on parle toujours du carré VIP ou de la tribune officielle, ou la tribune du président. Ce point-là est un point stratégique effectivement pour faire des affaires, mais dans le prolongement de ce qu'a pu dire Christophe par exemple, c'est qu'effectivement un stade par exemple c'est un lieu qui peut décrire une ville. On peut penser à Marseille, les touristes veulent voir le Vélodrome. Ça fait partie des éléments. C'est le circuit touristique. Si on va à Munich, on va vouloir voir l'Allianz Arena, probablement. Donc on peut comprendre cette dimension-là. Sauf que aujourd'hui, les collectivités, même si elles s'organisent en communauté d'agglo ou autres, souvent elles sont coincées économiquement parlant. Elles ont de grandes difficultés à financer ou elles ont de grandes difficultés de financement d'une façon générale. Et donc, elles ont pu être séduites par un modèle qui s'appelle les PPP, partenariats public-privé. Ce qui permet à une collectivité d'apporter du foncier, qu'elle a la plupart du temps,
mais de ne pas assumer le coût d'investissement d'un nouveau stade. Et le coût de Parce que fonctionnement aussi. d'abord d'investissement. Le fonctionnement, c'est un autre sujet, mais d'abord l'investissement. Longtemps, les collectivités ont vécu avec un parc immobilier d'aréna ou de stade qui avait 50 ans, et ça, c'était du coup pas très grave. Elles l'avaient et elles le mettaient à disposition. Elles pouvaient accompagner avec des subventions ou pas. Mais là, quand il faut renouveler l'équipement, c'est 50, 100, 200, 500 millions d'euros selon le type d'équipement et de la ville. Et donc, ça pose un vrai problème. Alors, le PPP a été très intéressant pour certaines collectivités, mais ça veut dire qu'il y a un autre acteur qui le finance, ce qu'on va appeler un bétonneur, et après, il le loue au club. Mais il le loue au prix réel de l'équipement. Et donc, du coup, ça change l'économie pour le club, qui passait de quelques centaines de milliers d'euros probablement de location à des millions d'euros. Et ça peut impacter très vite son budget. Or, quand je parlais d'interdépendance, il n'y a pas de grande ville qui naît de grands clubs, quel que soit le sport. C'est-à-dire, une grande ville qui n'aurait pas de club, est-ce que c'est vraiment une grande ville? Mais il n'y a pas de grands clubs sans grands équipements. Et derrière, il faut que le club soit performant. Donc la question, c'est est-ce que la ville doit gagner de l'argent sur le dos du club, ou est-ce qu'elle doit créer les conditions pour que le club soit autonome et se développe? Une ville qui gagne de l'argent sur un club, je ne suis pas sûr que ça existe en fait. Non, on ne gagne jamais d'argent sur un club. Mais en revanche, le tout, c'est d'arriver à créer le lien, à créer l'ambiance pour que les dirigeants des clubs et les élus se parlent. Puisque vous preniez l'exemple de Marseille, Marseille, c'est un échec catastrophique depuis 30 ans. On a fait quand même 3 vélodromes en 30 ans. Tout bêtement parce que, on en est au 3e vélodrome sur 30 ans, plus exactement, parce qu'il y en avait un existant. Qui est d'ailleurs devenu l'Orange Vélodrome. L'Orange Vélodrome. Pourquoi? Parce que la ville et le club se parlent jamais. Donc on a toujours dessiné un stade. Enfin moi à l'époque où j'y étais, c'était un stade qui était catastrophique. Parce que la ville n'a jamais parlé au club pour savoir ce qu'il voulait. Bon. Et on a l'air un peu idiot quand une fois que les projecteurs sont éteints pour la Coupe du Monde ou pour une autre compétition et que le club doit jouer à l'intérieur et que ça ne correspond pas à la définition qui pourrait être celle du club. Donc il faut qu'il y ait un échange, il faut que ça se combine, il faut que les gens se parlent. La recette, elle est là. Après, le juridique qu'il y a derrière, il est très encadré. Parce que d'abord, la ville, elle ne peut pas louer le stade au prix qu'elle veut. C'est encadré par la Chambre régionale des comptes et il faut faire très attention à ça. Mais finalement, le juridique découlera de l'intelligence collective. Alors, c'est une banalité, mais c'est une réalité aussi parce que dans beaucoup de villes, il n'y a pas cette intelligence collective. Il n'y a pas ce lien où tout le monde se regarde. L'OM, c'est encore le cas. L'OM, la mairie de Marseille, regarde l'Olympique de Marseille en biais. Parce qu'on ne sait jamais, l'OM pourrait prendre trop d'importance. Donc, parce qu'il y a un jeu de pouvoir. Hein. Oui, les maires aiment bien parader dans la tribune, ils aiment bien soulever la coupe quand elle a été gagnée. Mais tout ce qu'il y a avant, ils se méfient du patron du club, ils se méfient de l'actionnaire, ils se méfient peut-être des joueurs qui pourraient avoir un rôle politique. Ils veulent aussi ne pas être dépendants des déboires sportifs. Aussi. Parce qu'un club qui perd, c'est pas bon d'être à côté, c'est pas bon d'être sur la photo. Et puis il y a le troisième acteur dont on n'a pas encore parlé, là je me tourne vers vous François, c'est le média. Parce que le média, et le club et l'élu en a besoin pour le rayonnement de la ville et pour le rayonnement du club. Alors, oui, simplement le temps de vous dire, de réagir là-dessus. Pour le cas de Toulon, pour le coup, le dialogue se passe très bien entre la ville et le club. Mais je le disais, il y a une spécificité liée à Mayol. Ce stade est un stade de rugby. La municipalité tient à ce qui reste le sanctuaire du rugby toulonnais. Le RCT est une fierté pour toute la métropole. Encore une fois, Hubert Falco nous disait toujours, quand je voyage et qu'on me parle de Toulon, on me parle de la Marine nationale et du RCT. Ouais. Et souvent du RCT en premier d'air. Et c'est même une fierté régionale, parce qu'à part Aix-en-Provence, c'est le seul vrai club, Aix-en-Provence qui est encore en gestation, mais c'est le seul vrai club qui représente le Sud. Absolument. De la frontière italienne jusqu'à Montpellier, il n'y a qu'un club, c'est le RCT. Donc on a cet avantage-là, voilà, d'avoir un dialogue permanent. Il existe un comité Mayol entre la municipalité et nous. On travaille sur... ils sont à l'écoute de nos besoins pour améliorer l'expérience fan, pour améliorer la sono, pour améliorer les lumières. Voilà. Et donc, on peut dire qu'à Toulon, on a des alliés avec les collectivités locales dans leur ensemble. Que ce soit la ville, la métropole
le département et la région. C'est quand même une chance et quand ça marche bien, il faut en avoir le dire conscience. aussi. Voilà. Et comme vous le disiez, le maire Falco disait le rayonnement de la ville, c'est la Marine nationale et le club, parce que les médias en parlent. Oui, alors c'est vrai que le club porte énormément l'image de la ville. Le club et tous ses développements d'ailleurs, parce qu'on existe pour le sportif, mais on développe aussi d'autres activités, notamment événementielles, qui permettent de faire rayonner la ville et la marque Toulon, puisqu'on s'appelle Toulon, donc on partage la même marque et finalement on la promeut de différentes façons. Alors vous parliez des médias, c'est intéressant d'en parler parce que c'est un écosystème qui autour des clubs se développe énormément et vit lui aussi une révolution. C'est-à-dire qu'auparavant il y avait le grand club, le grand quotidien régional, 2-3 médias autour. Voilà. Aujourd'hui, tout ça est en train d'exploser, comme dans le monde des médias, et on se retrouve avec des clubs qui, comme le nôtre, développent eux-mêmes leurs médias, avec des médias locaux ou régionaux qui développent du digital, et des supporters qui développent eux-mêmes leurs propres médias grâce aux réseaux sociaux. Et donc ça fait un donc le pouvoir de des médias se autour dilue. du club, Ouais. qui est assez intéressant. Oui, mais qui est dilué. Et donc il n'y a plus un interlocuteur. Comme avant, il y avait le patron de la Provence ou le patron chez vous de Var Matin. Maintenant, il faut jouer sur tous les médias. Donc c'est beau. Finalement, Vincent, j'ai l'impression que le média, en effet, se dilue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un pouvoir, mais beaucoup de pouvoir média. Oui, mais c'est comme il y a le football et les autres sports. Je pense qu'il y a les médias en général et le média télé en particulier, qui a sa spécificité. Et aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup de sports, le sujet des droits télé, qui financent une grande partie de l'activité, est déterminant. Et la question, c'est de savoir combien les médias peuvent mettre, mais ils vont mettre en fonction de combien ils peuvent générer, soit d'abonnés, soit de publicité, ou les deux, selon les modèles. Et pour ça, ils sont aussi dépendants de l'attractivité des clubs et des villes. C'est-à-dire qu'il y a des villes ou des clubs qui vont attirer pour des affiches. Je voudrais faire d'affront à personne, donc je ne vais pas citer de petites villes ou de petits clubs, mais il est quand même plus facile d'accrocher et d'avoir de l'audience, des abonnés et de la publicité sur un PSG-OM, puisqu'on a le président de l'OM, ou d'un RCT Toulouse, que sur d'autres affiches. Et donc, le média peut regarder, et historiquement, Canal+ avait racheté le PSG pour recréer ou entretenir un feuilleton où il y avait eu un Marseille-Bordeaux qui était tombé parce que Bordeaux était tombé, et il fallait entretenir absolument pour l'attractivité médiatique. Mais bien sûr. Ouais. Donc on a besoin de ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des problèmes de la France, c'est qu'on n'a jamais eu nos têtes d'affiche, Paris-Marseille en l'occurrence, en forme en même temps ou très peu. Alors que dans les autres pays, il y a 2, 3, 4 locomotives qui sont toujours là. Il y en a toujours au moins 2 qui sont là. Là, on a vécu une période Marseille, on a vécu après une période Paris, une période Lyon, et une nouvelle période Paris, mais on n'a quasiment jamais eu en même temps. Et ça, c'est une des faiblesses du football français et qui rejaillit sur son économie en fait. Et alors Christophe, vous qui avez été maire d'une ville comme Tours, donc il y a aussi une agglomération du Grand Tours, qu'est-ce que ça apporte à Tours d'avoir un grand ou des grands clubs professionnels ? C'est ce qui a été dit pour Toulon. Quand vous vous promenez en Europe, les gens, alors dans les pays qui sont plus concernés par le volley, mais il y en a, l'Ukraine, la Pologne, l'Italie, vous connaissez le Tour Volleyball. Finalement, Tours est au milieu des châteaux de la Loire et les gens connaissent le Tour Volleyball. C'est toujours un peu étonnant. Et puis, il y a là aussi la réputation et l'attractivité nationale. Le président du Tour Volleyball à l'époque, qui aujourd'hui, je vous l'ai dit, est désormais président de la Ligue, il dit « Mais qui est capable de faire une page dans l'équipe ?» L'équipe est un grand quotidien national. Alors, comme tous les grands quotidiens, il a des difficultés aujourd'hui parce qu'on lit de moins en moins la presse papier. Mais qui est capable de faire une page dans l'équipe ? Voilà, c'est un sujet important parce que c'est populaire, c'est attractif et donc ça permet à la ville d'avoir une image de marque. Alors il faut bien choisir, il faut faire avec ses moyens. Toulon est capable d'absorber, en tous les cas le bassin toulonnais est capable d'absorber une équipe de rugby, celui de Marseille une équipe de foot. Tours c'est plutôt une équipe de volley parce que les budgets ne sont pas les mêmes, ils sont moindres, mais ça donne évidemment un élan et ça donne une possibilité, puis ça donne, puisqu'on parlait business tout à l'heure, c'est aussi l'endroit où on se croise, c'est l'endroit où on se voit, c'est l'endroit où on échange.
jadis, il y a 50 ans, on faisait ça à la messe. Aujourd'hui, il n'y a plus la messe. Non mais c'est une réalité. Les gens, voilà. Aujourd'hui, c'est dans le stade, c'est dans la salle de sport que se font les échanges. La plupart des échanges au niveau économique, de réseau, etc., se font là. Et c'est là où le sport a tout son intérêt à cultiver cette image-là, à le développer pour pouvoir générer aussi son club de l'argent pour pouvoir exister. Parce qu'effectivement, il faut que le sport arrive à exister au niveau national et puis au niveau international. Et c'est pas simple parce qu'on a des pays qui sont en Europe bien mieux organisés que nous sur le plan politique. Et le sport, c'est là aussi où les masses sont heureuses ou malheureuses. Pascal Obispo, supporter des Girondins, disait « Lescure, quand on sortait après une victoire, tous les Bordelais étaient heureux ». Et ça rejaillit aussi au niveau national. On sait que quand la France est championne du monde, tout d'un coup, il y a une sorte de... Voilà, le président lui-même en a les bienfaits. Ça veut dire qu'en fait, le pouvoir, il est vraiment... Enfin, il y a un vrai pouvoir du sport sur la population et donc sur les élus. Se balader à Marseille un lendemain de victoire ou un lendemain de défaite, c'est pas tout à fait la même ville. Hein. Ah, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'impact économique d'un club ou d'une compétition. On ne peut pas faire du sport l'alpha et l'oméga économique. En revanche, le sport peut apporter un boost de morale. Et quand on a le moral, on consomme, on peut consommer. Ça aide. Quand on est dans la morosité, eh bien, on a plutôt tendance à s'inquiéter du lendemain. Et donc c'est le cercle vertueux. Ça joue. vertueux. Ça, c'est très important. Vous l'avez ressenti, vous, François, à Toulon, quand vous avez gagné là, en juin, la Coupe d'Europe. Est-ce que ça vous a donné une sorte de, enfin, toute proportion gardée, une sorte de pouvoir en disant ouais, le club du RCT a donné le pouls à la ville de Toulon? Disons, peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un vrai baromètre de l'engouement dans la ville. Peut-être encore plus dans le rugby, parce que dans des villes comme Toulon, il n'y a pas de foot, il n'y a plus de foot de haut niveau aujourd'hui, donc il n'y a que le RCT. Donc quand le RCT gagne de surcroît à l'extérieur, c'est l'euphorie. Quand le RCT perd de surcroît à domicile, c'est la cata. Il n'y a pas de demi-mesure en fait, voilà. Et y compris à l'intérieur du club. C'est-à-dire que nous-mêmes à l'intérieur du club, le lundi matin, si on est perdu à domicile, c'est une catastrophe. Ouais. Et il est très difficile de faire bosser les équipes, de repartir de l'avant. Voilà. Donc ça c'est une réalité et c'est un baromètre pour la ville. Après, le sport, je pense, et Vincent a raison de le dire, c'est un baromètre économique, de morale, etc. Mais c'est surtout et avant tout un domaine qu'il faut utiliser pour l'éducation. Voilà. On parlait de catalyseur, de business, etc. Il ne faut pas oublier non plus le catalyseur social qui est un club dans un territoire comme le nôtre. C'est-à-dire qu'en termes d'éducation, en termes de solidarité, on a au RCT, comme la plupart des clubs professionnels, une fondation qui s'occupe de plusieurs causes, qui a plusieurs engagements dans le domaine social, dans le domaine de l'insertion. C'est très important de faire ça parce que quand c'est le club qui vient dans les cités, qui fait des choses solidaires, ça a un autre impact. Voilà, parce que c'est le RCT. C'est important, c'est même obligatoire en fait. C'est une obligatoire parce qu'on a une influence, un pouvoir sur la ville qu'il faut utiliser à bon escient. Et je crois que finalement, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un club, c'est d'abord ça, avant tout pour une communauté, pour une cité, pour un territoire. J'imagine, Christophe, qu'à Marseille, vous avez eu aussi ce sentiment de rôle citoyen par rapport aux Marseillais. Alors, il y a un rôle qui est sous-utilisé de façon spectaculaire par le politique. C'est-à-dire que le sport en France n'est pas utilisé par le politique. Au sens utilisé, j'entends au sens positif du terme, au sens du rayonnement économique, au sens du rayonnement touristique, au sens de la citoyenneté, au sens du ciment social. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Les Espagnols font ça très bien. Les Espagnols, ils sont très fiers du Real et du Barça. Et Real et Barça arrivent à bien s'entendre pour faire des choses ensemble au nom de l'Espagne, alors qu'il y a un des clubs qui est quand même qui soutient parfois, ça dépend des équipes dirigeantes, le régime de l'indépendance. Ouais. Mais ils arrivent à faire des choses ensemble. Et le gouvernement espagnol fait tout pour que ça se passe bien. Vous avez des correspondants dans toutes les ambassades d'Espagne à l'étranger pour le football.
pourquoi les droits français sont si palos, si faibles en matière de télévision? Parce qu'à l'étranger, on ne fait rien pour. Les Espagnols, eux, ils développent tous les ans. Et les droits espagnols sont 10 fois les droits des Français. Donc on n'arrive pas à comprendre l'intérêt du sport. On revient à Marseille 2 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe si vous enlevez l'OM? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas qu'on fasse l'expérience, mais prenons cette hypothèse d'école. Vous enlevez l'OM à Marseille. Je peux vous dire que le maire de Marseille, il a du boulot pour quelques années. Et pas que le maire de Marseille. L'État français a du boulot pour quelques années. Parce que ça reste, qu'on le veuille ou non, le ciment. Or moi, je trouve que les élus nationaux, mais les élus régionaux aussi, je parle de l'OM, je ne parle pas de Toulon, mais parce que, alors qu'ils en ont des fois conscience, ne chérissent pas suffisamment leur club pour tout ce qu'ils peuvent leur apporter sur le plan social, économique, citoyenneté. Mais Peut-être plus à Toulon quand même. il aurait même arrivé de se méfier du sport. Parce que, en fait, si vous regardez bien, dans une ville comme Toulon, l'agglomération c'est combien? C'est 400 500 000 habitants. 500 000 habitants. Tous les 15 jours, c'est quoi? C'est 15 000 spectateurs dans le stade? 17 Toutes les 000 à semaines. guichet fermé. Et donc, quelle autre activité que le RCT est capable de rassembler 15 000 citoyens, et donc 15 000 votants quasiment, tous les 15 jours? Ouais. Et quelque part, à un moment donné, on a pu avoir des pouvoirs politiques qui craignaient l'influence ou le pouvoir potentiel des clubs et de leurs dirigeants sur la population. Alors qu'en fait, le vrai sujet, c'est de trouver le bon point d'équilibre. Il faut dire qu'il y a quand même eu des patrons de clubs qui ont eu des velléités politiques et qui se sont servis du Il club. paraît. On va pas reparler de Marseille. Mais, et même au-delà d'ailleurs, même national, grâce au rayonnement Non du mais club. de ce point de vue-là, d'autres points de vue aussi, mais de ce point de vue-là, le tapis a fait beaucoup de mal. Puisque toute la gestion de Jean-Claude Gaudin, qui a dû faire 3 mandats et demi ou 3 mandats, ça a été de se méfier de l'OM. Parce que l'OM c'était tapis, parce que c'était possiblement quelqu'un qui pouvait venir faire de la politique à Marseille. Ouais. Ce qui était une réalité d'ailleurs. Bon, et donc... Il a juste pris le média. Il a juste pris le média. D'ailleurs, le média, moi, je vais vous faire une confidence. J'en parle rarement ou quasiment jamais. Moi, j'avais conseillé à Robert Louis Dreyfus de racheter la Provence. Parce que je pense que les deux marques devaient fonctionner ensemble. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il fallait que les journalistes écrivent ce qu'on avait envie qu'ils écrivent. Ce n'était pas le sujet. C'était de se dire qu'il y ait une unité. Le problème, c'est que dans une... Si vous voulez qu'un club réussisse, c'est encore plus vrai dans le football que ça l'est dans le rugby et dans d'autres sports, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que le peuple, les citoyens soient d'accord, il faut que le monde économique soit d'accord, il faut que le monde politique soit d'accord. Et que cet ensemble-là fonctionne de façon harmonieuse ensemble. S'il vous manque un pilier, vous n'y arriverez jamais. Or, à l'OM, il manque un pilier, parfois deux. Et malgré ce que représente l'Olympique de Marseille en Provence, on voit bien que c'est toujours, depuis 30 ans, c'est d'une instabilité chronique parce qu'il n'y a pas cette harmonie autour du club. À Marseille, il y a un nouveau pilier qui vient d'arriver, c'est CMA-CGM, qui est propriétaire de la Provence et partenaire principal du club, et qui est aujourd'hui un pilier extrêmement important pour la ville de Marseille. Et d'ailleurs, à Marseille, les Marseillais se disent si le patron de la CGM devenait maire. C'est-à-dire qu'en fait, on identifie vite le maire avec le président de club et le président du média. Ou le patron de presse. Ou le patron de presse. Et beaucoup disent non, il a autre chose à faire que d'être maire de Marseille. Et alors, ce pilier-là, qui jusque-là était des piliers locaux, Vincent, depuis quelques années, il y a des piliers étrangers qui sont arrivés. Oui, parce que en fait, le développement économique du sport fait que les enjeux économiques sont de plus en plus importants. Et je pense que le rugby se rapproche de cette situation-là. Elle n'a pas encore tout à fait basculé, mais les enjeux, moi je me rappelle du rugby avec un budget de 5 millions d'euros, on pouvait être au début, maintenant c'est 20, 25, 30, 40 pour certains. Si on regarde le football, un club qui a l'ambition, même pas d'aller nécessairement en Coupe d'Europe, mais de rester tranquillement en Ligue 1, tranquillement si on peut dire, c'est 100 millions d'euros un budget. Quand on est en dessous, on prend le risque d'être dans la lessiveuse. Parce que d'une année sur l'autre, ça peut basculer très vite. Et donc, on a fait rentrer des capitaux étrangers. Bien sûr, parce que 100 millions d'euros, si vous loupez une saison, vous n'êtes pas à la hauteur, vous faites moins 10%, c'est 10 millions d'euros. Et qui peut mettre 10 millions d'euros de sa poche
plus beaucoup d'acteurs locaux. Donc on va aller chercher des fonds ou des milliardaires, où il faut une surface financière importante pour assumer l'ambition ou le risque de la contre-performance. Et qu'est-ce que ça a changé du coup dans le sport professionnel, dans cet équilibre qui était déjà compliqué entre médias, élus la grande et clubs? différence, moi par exemple, je suis rémois. Les maisons de champagne ont été rachetées par des grands groupes. Ça veut dire que le centre de décision n'est plus à Reims, mais il est à Paris ou à New York ou ailleurs. L'intérêt par rapport à ce qui se passe localement est totalement différent. Regardons ce qui vient de se passer à Lyon, avec un président qui n'est plus Jean-Michel Aulas, lyonnais, mais qui est John Textor, qui est américain, qui a des intérêts à Botafogo au Brésil, à Lyon, et ce qui se passe à Lyon le touche d'une manière différente que s'il était purement lyonnais. Et donc c'est ça que ça change, c'est qu'à un moment donné, l'ancrage et l'engagement est totalement différent si on est un acteur local, avec le fait que l'on puisse croiser tout le monde à la boulangerie ou ailleurs, et ou si on joue au Monopoly ailleurs. Et on l'a vu au Girondins de Bordeaux aussi, on a cette autorité, cet exemple sur quelques années. Christophe Boucher, vous qui, je le rappelle, sort ce livre Main basse sur l'argent du foot français, avec donc ce qui s'est passé entre la Ligue et un fonds d'investissement. Comment vous voyez ça, vous qui avez été justement avec Robert Louis Dreyfus, qui lui aussi avait amené des capitaux de l'étranger, mais qui était là présentement et c'était son club. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait plus à qui appartiennent les clubs. Alors, de l'étranger, je rappelle que Robert était français. Hein. Oui. Je le redis parce Oui. que non mais parce qu'il a eu un procès pour ça. Il a eu un procès pour ça qu'il a malheureusement, que je dis qu'il a malheureusement perdu, parce que Robert Louis Dreyfus, je crois qu'il n'a jamais utilisé l'OM pour s'enrichir. Et donc c'était son argent à lui, propre et en France. Donc c'est toujours, la légende est toujours un petit peu étonnante. Et je le défends parce que c'était lui véritablement alors il était milliardaire, mais c'était un authentique amoureux du sport. Il n'était pas là dans un type d'investissement. Évidemment, ça l'amusait d'être dans cet investissement-là, mais ce n'était pas la réalité de sa volonté. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent dans le football, et je pense que dans le rugby, on va y arriver là, dans la décennie qui vient, pour investir, pensant qu'ils vont retirer plus d'argent que ce qu'ils y ont mis. Alors pour l'instant, le modèle, il est compliqué. Et en France, il est particulièrement compliqué parce qu'on a une structure juridique et légale qui est beaucoup plus compliquée qu'elle peut l'être, par exemple, en Angleterre. Mais elle est compliquée aussi en Allemagne. C'est pour ça que vous avez peu d'investisseurs en Allemagne. C'est souvent encore des associations, c'est souvent des clubs qui travaillent, qui sont une émanation du territoire local. Pareil en Espagne. Il y a véritablement l'Angleterre où c'est très libéralisé et où acheter un club, peut vous rapporter de l'argent parce qu'il faut rappeler que les clubs anglais sont bénéficiaires. Donc ça peut vous rapporter de l'argent. Et surtout, ça peut vous en rapporter beaucoup quand vous le revendez. Bon, en France, pour le moment, Oui. le modèle est très compliqué. aléatoire. Et ça pose question. Alors après, ça pose d'autres questions plus larges. C'est pourquoi les gens viennent investir. Moi, j'ai pour ce bouquin-là, que vous citiez aimablement, j'ai travaillé avec des fonds. Moi, j'ai travaillé pour un fonds dans ma vie. J'ai eu une époque de ma vie où je travaillais pour un fonds. Les fonds ne comprennent pas pourquoi des fonds américains viennent acheter un club à Strasbourg, à Toulouse, à Lorient. Pour l'instant, c'est un peu mystérieux. On a du mal à comprendre, puisqu'on était dans le sud-est et qu'on peut y rester un petit peu, comment Frank McCourt, pour l'instant, a dépensé, dit-on, 500 millions d'euros. Alors, ce n'est pas de l'investissement parce que c'est perdu. Hein. Cet argent-là, il est perdu. On a un peu de mal à comprendre qu'est-ce qu'ils attendent. Alors, il y en a vraisemblablement qui attendent, les plus malins, les plus patients et les plus riches, qui attendent la Super League. Je pense que là, il y a une arrière-pensée. On s'est placé, on a un club, on attend que la Super League se forme. On attend que la Super League se fasse. Bon, en France, il y aura 2 clubs dans la Super League, peut-être 3. Donc c'est quand même un investissement extrêmement risqué. Et je ne pense pas que les promoteurs de la Super League prendront l'Orient. Je ne pense pas. Mais on verra. Et donc ça crée quand même un vrai déséquilibre aujourd'hui. Vincent, les fonds d'investissement étrangers font qu'on n'a plus ce trio là, qu'on avait avant, mais on a des choses beaucoup plus opaques en fait, qui se passent. Déséquilibre, dans les compétitions, il y a toujours eu des déséquilibres. Enfin, le modèle américain est fermé et il permet l'équilibre. Mais on a toujours eu des déséquilibres. Aujourd'hui, ils sont clairement marqués. On a toujours eu l'habitude d'avoir un petit, genre un Auxerre qui venait troubler les choses.
et les Auxerre d'hier à 40-50 000 habitants La Voulte. sont Ouais. aujourd'hui Guignon. 150-200 000 habitants et ça devient des petits. Donc ça devient compliqué. Mais c'est effectivement la question qu'il faut se poser, c'est vers quel type de sport on va aller. Si on est sur des compétitions qui demandent beaucoup d'argent, ça demande des fonds, mais ça demande aussi un potentiel public important. Donc ça veut dire que, et je rejoins Christophe, c'est-à-dire que je doute que Lorient, par exemple, si on parle de Lorient, soit membre de la Super League demain. Donc ça veut dire que là où ça va être bankable, là où on va pouvoir mettre de l'argent et en gagner à la revente potentiellement, ça va être sur des grands marchés, donc des grandes villes. Et on va revenir sur le peu d'élus qui vont être concernés par rapport à ça. Donc il y aura une vraie fracture entre les grands et les moyens ou petits. C'est un peu ce qu'on a connu dans la Formule 1. Hein. Donc ça c'est dans le foot. Avant, on avait des petites écuries, on avait des ligiers. Oui. Et maintenant, ligier, c'est même pas possible de l'imaginer en Formule 1. La petite écurie, c'est Alpine. Ouais. Et donc, c'est pas du tout la même taille de petite écurie. De toute façon, le sport professionnel, s'il veut continuer à progresser et à avoir l'ambition d'être parmi les leaders, a besoin d'argent. Il faut de l'argent pour alimenter le sport professionnel. Aujourd'hui, on parle de territoire, de ville. Alors, Marseille est une grande ville avec une histoire, avec un club fort. Toulon est une ville importante avec une histoire, un palmarès, une culture. C'est ce qui fait aussi sa valeur. Et il ne faut jamais lâcher ça. Mais il faut de l'argent. Pour gagner les Coupes d'Europe, il faut de l'argent. Donc aujourd'hui, à l'échelle du rugby, il y a l'argent des propriétaires du rugby français, sans lesquels il n'y aurait pas d'économie du top 14, sans lesquels le top 14 ne serait pas à ce niveau-là, ne serait pas la première ligue au monde. Il faut quand même le savoir. Ce sont ces propriétaires qui garantissent les budgets des plus grands clubs français, de tous les plus grands clubs français. Donc, demain, s'il faut trouver de nouveaux relais de croissance, même si les clubs travaillent d'arrache-pied, travaillent bien, même si les partenaires contribuent, même si les supporters sont là, contribuent aussi, il faudra trouver de l'argent ailleurs. Donc, l'arrivée de fonds dans le sport, c'est pas l'arrivée du diable. En revanche, il faut le cadrer, il faut bien le négocier, il faut l'encadrer. Voilà. Mais c'est un investissement nécessaire si on veut progresser et rester les leaders. Il faut bien le comprendre. Comme dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut Sans pas aller investissement, on ne peut pas être les leaders. Il ne faut pas aller contre, en revanche, en effet, il faut bien l'encadrer. Et alors pour finir, moi, il y a quelque chose qui me rassure quand même dans tout ça, c'est qu'on parle de Toulon, on parle de Marseille, on parle de Paris, on parle toujours de ville. En fait, il n'y a pas à un moment un fonds d'investissement qui va dire moi je vais créer un club mais qui n'est rattaché à aucune population, à aucun territoire. Et finalement, le territoire sera toujours le cœur du club. Parce que le moteur du système, c'est le public. Et le public, il est bien quelque part. Si on n'a pas de public, il n'y a pas de système. Et le public, il va supporter. Il y a un côté Exactement. clanique finalement. Je supporte ma ville, comme Toulon ou Marseille, je supporte ma région. Alors, La valeur première d'un club, c'est son histoire, c'est son identité. C'est quand même là-dessus qu'on s'assoit. Démarrer un club dans une ville Hors nouvelle, sol. hors sol, c'est Ouais. c'est quand même beaucoup plus compliqué. Eh ben, je trouve ça rassurant. Il y en a qui l'ont fait, hein. Ça a existé. Il y a eu le Matra Racing. Eh oui. Donc, Il y a eu des tentatives. il y a eu des Mais tentatives. qui hein, ont montré que c'était pas possible. ils ont eu des problèmes. Oui, c'est compliqué. Mais non, mais de toute façon, le sport pro en Europe est dans une situation qui est compliquée parce qu'on le compare toujours au sport US qui est un championnat fermé, Ouais. qui est beaucoup plus facile à réguler à tout point de vue. Et d'ailleurs, ils le font très bien. Nous, il y a cette espèce de côté vraiment sympathique, agréable, où tout peut se perdre sur une Voilà. saison. Et c'est ça. c'est Et il y a pour ça toujours que les la gens chance viennent. du petit. Il Oui. faut garder la chance du petit. On le voit d'ailleurs en Coupe de France. Et pourquoi les Français sont toujours aussi attachés à cette compétition, c'est qu'on peut avoir en effet, on parlait d'Auxerre, de Lens par exemple, qui vient en fin de saison dernière sur le foot prendre la deuxième place à Marseille. Voilà, c'est ça aussi qu'on aime dans le sport. Non ? Oui, dis-le, c'est ça qu'on aime. Non, mais moi, je suis un fervent supporter de Lens. Et Lens existe aussi parce que, alors, le football français, d'ailleurs, le rugby moins parce qu'il y a moins de compétition avec les autres pays. Ouais. Comme l'a dit François, c'est la première ligue du monde. Nous, en rugby, on est ce que les Anglais sont au football. En revanche, nous, on a un problème en France sur lequel on va toujours buter, c'est qu'on n'a pas de grande métropole. On a Paris, et il y a un seul club pour l'instant. Alors le Paris FC fait beaucoup d'efforts pour y arriver, mais on ne sait pas quand. Le Red Star peut-être y arrivera un jour,
Mais la nature du sujet, c'est qu'on devrait avoir à Paris 3 ou 4 clubs professionnels en football. Et on ne les a pas. Et on va toujours buter sur la taille de l'agglomération. Parce que hors Paris, il n'y a pas de grande métropole en France. Il n'y a pas les tailles de Milan, de Barcelone, de Manchester. Et ça, c'est un vrai problème. Ou de Manchester. Oui, c'est un vrai problème. Et là où Christophe a entièrement raison, c'est que... Merci. Mais il faut le reconnaître. C'est qu'en gros, par tranche d'1 million d'habitants, on peut nourrir un grand club. Et donc, quand on regarde, on a Paris qui est à 10, 11, et après on tombe à 1, 1,5. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a jamais 2 ou 3 grands clubs dans l'agglomération. Donc, on a toujours des fans qui sont rattachés à une ville et non pas à une identité qui est plus profonde. Dans les clubs anglais, il y a le club des ouvriers, le club des bourgeois et autres, et on n'a pas ça. Donc on est dans la ville, on aime ce sport ou pas, et on soutient ou pas. C'est pour ça qu'on est peut-être moins supporteriste en France que dans d'autres pays. Vincent Chaudel, ce sera le mot de la fin parce qu'on est très en retard. Merci Vincent Chaudel, je rappelle fondateur de In & Sport et de l'Observatoire du Sport Business. François Pesanti, on va vous supporter, le RCT, le Racing Club de Toulon, qui est encore à la conquête et du top 14 et de l'Europe cette année, évidemment. Grand retour en Champions Cup. Et grand retour en Champions Cup, voilà, et on suivra ça. Et puis Christophe Boucher, on le retrouve en librairie avec main basse sur l'argent du foot français. Si vous voulez tout savoir sur une opération très très opaque entre la Ligue et... Enfin très opaque. Elle est bancale. Elle est bancale. Elle est bancale. C'est entre la Ligue et CVC, le fonds CVC. d'investissement. Voilà, vous retrouvez sur le livre. Et puis nous on se retrouve bien sûr sur le studio Sport Mag. On continue.